Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale parce qu'elle concerne une légende absolue de ce club qui mange à la table très restreinte des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, très régulier en Ligue 1, des trophées, des statistiques, des liens forts avec le club, l'institution, les supporters, sans parler des classiques qu'il a posés en Ligue des Champions, parce qu'on les compte même plus. J'ai nommé le grand Angel Di Maria. Les informations concernant la poursuite de son aventure à Paris sont mauvaises, voire définitives, tout simplement. Donc on va revenir, lui rendre hommage et s'intéresser à d'autres informations qui nous intéressent. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec cette fameuse information qui, on va pas se le cacher, fait un petit pincement au cœur, même s'il est méconnaissable depuis le mois de septembre, qu'on lui tombe dessus ces derniers temps et qu'il est actuellement blessé. Di Maria n'en reste pas moins une légende du club, bien sûr, et il devrait quitter Paris en fin de saison, en fin de contrat surtout, au 30 juin. Il y a une option pour qu'il reste jusqu'en juin 2023. Le problème, c'est que pour l'activer, il faut l'accord des deux parties, le joueur et le club, en amont. Le joueur ne pose pas de problème visiblement, mais c'est le club qui a pris la décision de ne pas lever cette option et de le laisser libre de tout contrat pour cet été. Et voilà Di Maria qui devrait partir. Cette information qui nous vient d'RMC Sport et de Loïc Tanzi plus précisément. Donc là, on ne fait pas plus fiable, bien évidemment, dans l'environnement parisien. J'aimerais lui rendre hommage, parce que c'est vrai que le PSG prend probablement la bonne décision en s'en séparant. Il coûte cher. Aujourd'hui, il est très monotone, il cherche toujours son pied gauche et il est trop prévisible pour les adversaires. Tu as l'impression aussi que physiquement, il y a eu une perte de vitesse, plus beaucoup de jus, plus beaucoup d'électricité, notamment au niveau de la conduite de balle. C'était vraiment une qualité extraordinaire chez Di Maria. Et tu as vraiment l'impression qu'il est sur la pente descendante. 34 ans en même temps, depuis le 14 février, c'est pas rien et surtout... c'est quelqu'un qui a un passif. Voilà, en 2013-2014, il gagnait la Ligue des Champions avec le Real Madrid en milieu relayeur. Ensuite, il se fait une saison bizarre à Manchester United avant de rejoindre le PSG. Et là commence un idylle entre les deux qui a failli, qui a vraiment été au bord de la rupture à plusieurs reprises et qui au final en est resté pas moins solide. Mais c'est ça les vraies histoires d'amour. Ce sont celles, c'est pas les histoires plates où tout va bien tout le temps. C'est les histoires où il y a des hauts, des bas, et tu es très fort dans les bas, tu réussis à rester soudé, tu t'en sors au final. Et quand tu es dans les hauts, tu sais profiter du moment. Vraiment, c'est la définition parfaite de ce genre d'amour, le PSG et Angel Di Maria. Quand il était tout en haut, quand il faisait des performances, il savait mettre le supplément d'âme qui te fait kiffer ça comme n'importe quel autre joueur. Et quand il était en bas... c'est vrai que c'était difficile, des fois tu avais envie de le tuer. Aujourd'hui, ces derniers temps, c'est vrai que quand tu le vois sur le terrain, tu te demandes si c'est vraiment lui ou son sosie, quoi. Parce que le mec, il est exécrable. Mais tu l'aimes quand même. Et puis, évidemment, il y a le lien avec les supporters. Alors, c'est pas un lien à la Marquinhos, à la Kimpembe. Certains lui reprocheront de ne pas parler français. Sur cette question, moi je comprends les Sud-Américains qui arrivent, et surtout on ne sait pas en fait s'ils ne parlent pas français. Il y a la vie publique et il y a la vie privée. Déjà, il donne peu d'interviews, il est quand même très timide, Di Maria. Et je comprends ces joueurs qui ont quand même un statut, qui doivent aussi avoir une fierté et qui savent très bien que s'ils parlent français, ils seront soit moqués, comme Zlatan l'a été à un moment donné, comme Unai Emery l'a été en permanence, ou alors incompris. Voilà, tout simplement. Moi, je fais partie des gens qui préfèrent un petit peu les défendre là-dessus. Et puis, on les attend pas sur la langue, on les attend bien sûr sur le ballon, le terrain. Même si je serais aussi d'avis pour qu'on oblige en fait les joueurs à prendre des cours de français, à parler français dès qu'ils arrivent au club. Maintenant, ça parle en majorité espagnol. Mbappé qui est français parle espagnol au sein du vestiaire. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Di Maria, sous Laurent Blanc, qualité de passeur. Vraiment les qualités de passeur. Voilà, notamment sur sa première saison.
Ensuite, sous Unai Emery, il y a le classique monumental qu'il pose contre le Barça lors du 4-0. Malheureusement, vous connaissez la suite, mais je trouve que bon, c'est toujours bien de le citer. Et il y a une perte de vitesse. C'est vrai que sous Unai Emery, Di Maria a été un joueur qui a vécu un hiver, un automne 2016 par exemple, très très compliqué, très très dur. Moi je me souviens d'un match à Guingamp, je crois qu'on perd 2-1 là-bas ou un truc comme ça. Il est mais exécrable complètement quoi. Exécrable. En Ligue des Champions, pareil. En Ligue des Champions, pareil. Et puis, il y a eu l'arrivée de Thomas Tuchel. J'ai l'impression que ça a été... c'est le truc, tu vois, dans le couple qui est arrivé et qui a donné un second souffle. Voilà. T'as l'impression que c'est une nouvelle relation qui commençait entre le PSG et Di Maria avec Tuchel comme intermédiaire. Parce que c'est un joueur un petit peu comme Keylor Navas. Aujourd'hui, c'est difficile de dire ça après la victoire, la défaite, n'importe quoi, contre Madrid. Mais Navas n'en reste pas moins le perdant de cette concurrence avec Donnarumma parce qu'à l'échelle de la saison, celui qui a été un petit peu le plus affecté, c'est vraiment Navas au niveau des performances et je pense aussi sur le plan mental. Enfin, le mec jouait tous les matchs, il était indiscutable et là, il se retrouve à jouer déjà 50% des matchs et à se faire dépasser par Donnarumma. La logique était respectée au Santiago Bernabéu. Maintenant, aujourd'hui, les cartes sont peut-être rebattues. Est-ce qu'il va partir cet été? Je ne sais pas. Mais Navas comme Di Maria sont des joueurs qui ont vraiment besoin de la confiance absolue de leur entraîneur pour vraiment faire de très très bonnes performances. Je trouve qu'au PSG, il y a beaucoup de postes sur lesquels tu manques de concurrence. Pour maximiser les performances, rien de plus logique, tu dois mettre deux joueurs en concurrence et tu ne dois pas avoir peur de le faire en fait. Voilà, même si le joueur est gentil, même si il a une bonne relation avec les supporters, même s'il a été formé au club, Kimpembe par exemple, il ne faut pas avoir peur de les mettre en concurrence. Parce que tu penses au club avant tout en fait. Voilà, tu recrutes quelqu'un qui va venir essayer déjà pour les deux de briser un possible plafond de verre qu'on ignorerait aujourd'hui ou qu'on découvrirait en cas de concurrence et dans tous les cas maximiser l'implication tous les jours au quotidien. Donc voilà, Di Maria c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de ça en fait pour avoir de grosses performances et tout ce paradoxe s'explique quand tu vois les performances qu'il faisait justement quand Neymar, quand Mbappé, quand les attaquants qui étaient censés le faire partir du club à un moment donné eh bien, n'était pas là, n'était blessé. Et que lui tenait le PSG à bout de bras, nous portait absolument, la saison 2017-2018, sa seconde partie de saison, elle est extraordinaire, Di Maria. Voilà, d'une régularité, des statistiques. Le mec qui part avec 90 buts et 108 passes décisives au compteur. Meilleur passeur de l'histoire du club. Je ne sais pas si on se rend compte en fait. En plus de la demi-finale aussi contre Leipzig, au Final 8, il est élu homme du match. Et ça, je trouve que c'est un match qui est sous-coté de la part de Di Maria, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup du 4-0 contre le Barça, du match aller contre Manchester United, même si là, en termes de statistiques, c'était pas un match totalement abouti. Évidemment, le 3-0 contre le Real Madrid au Parc des Princes, mais ce match contre Leipzig, il est incroyable, Di Maria. Voilà, il est énorme, il est fantastique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait une entrée de 3 minutes contre le Real. Il a eu le temps de toucher 3 ballons et se blesser pour 3 semaines. Nickel. Au match aller, il était titulaire. Bon, sans ses courses pour engager le pressing ou se replier, son match aurait été quand même très compliqué et sujet à des critiques bien évidemment. Aujourd'hui, je ne pense pas que le club prenne une mauvaise décision. Par contre, il faut absolument exiger une cérémonie, quoi. Il faut un parc plein, dans une bonne ambiance, très sereine, tapis rouge bien sûr, voilà, des chants, de la fête, des sourires pour un joueur qui le mérite, tout simplement, parce qu'il est extraordinaire. Une patte gauche, les ballons en cloche. Je me souviens d'une passe décisive pour Cavani en 2015-2016, je crois, contre Chelsea, en Ligue des Champions, face à élimination directe. Une passe de zinzin, tout simplement. Les lobes, ça évidemment, on ne peut pas penser à Di Maria sans penser à tous les lobes, les petits ballons piqués qu'il a mis à n'importe quel gardien de Ligue 1. Voilà, les petits ponts bien sûr, la conduite de balle. Moi, c'est vraiment ce que je retiens dans ces registres de jeu, la conduite de balle. Extraordinaire et la distribution. Les corners aussi, voilà, il en a déposé des centres sur la tête de Cavani, sur la tête de Silva, Marquinhos. Les corners rentrants, il en a mis quelques-uns, assez peu par rapport au nombre de tentatives, mais il en a mis quand même, il a réussi. Et puis, même quand il ne pouvait pas jouer sur son pied gauche, ce petit filou, tellement son pied droit est mauvais, faisait des coups du foulard. Et il les réussissait, je pense à une passe décisive, je crois, contre Nice la saison dernière en Coupe de France, où je crois que le but est annulé. Mais dans tous les cas, voilà, les coups du foulard avec Di Maria, c'était pas quelque chose de rare. Extraordinaire, une palette technique absolument folle. Et puis au-delà de ça, en fait, quelqu'un d'assez timide, mais qui faisait pas de bruit. Jamais on l'a entendu
pour autre chose que du football. Voilà, sur les réseaux sociaux, le mec ne parle que de foot ou de sa famille. Sa vie tourne autour de ça. C'est dingue, quoi. C'est quelqu'un qui a gardé l'essence même de ce sport, et je trouve que il faut le mettre en avant, bien sûr. Un travailleur aussi, hein, voilà, qui a quand même été mis en danger plusieurs fois au PSG, et qui au final a toujours répondu présent, n'est jamais tombé dans les histoires de surpoids, de fêtes jusqu'au bout de la nuit. Mais encore une fois, si tu veux comparer avec Neymar, moi il y a une dimension qu'il faut prendre en compte, c'est la vie privée. J'aime pas trop dire ça, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez vrai. La différence, Di Maria, il est arrivé, il était posé en fait. Il avait sa femme, il a ses enfants. Et aujourd'hui, Neymar, quand tu vois, après les sifflets, il se barre à Barcelone, voir son fils, dont il se plaint ne pas assez le voir parce qu'il habite là-bas justement. En 2019, quand il veut partir, on sait très bien que c'est parce qu'il veut retourner à Barcelone pour le cadre de vie, parce qu'il y a sa famille, parce qu'il y a son fils. Tu vois ce que je veux dire? L'équilibre sentimental, voilà, il ne faut pas le délaisser. Et dans le cadre de Di Maria, hop là, c'est le petit supplément, le supplément d'âme, sa capacité à sublimer dans les grands rendez-vous, au-delà de la régularité. Bref, il avait tout en fait. Enfin, il l'a toujours, hein. Il l'a toujours. Et j'espère qu'il va trouver un club en Europe chez qui il fera de grandes choses s'il en a encore les jambes. Mais voilà, en tout cas, merci pour tout, Di Maria. C'est vrai que ces derniers temps, je l'ai fracassé à de nombreuses reprises et je voulais vraiment faire cette vidéo. J'attendais la fameuse information parce que faut pas être idiot. On s'y attendait à ce que le PSG ne le prolonge pas. Là, voilà, maintenant c'est quasi officiel avec Loïc Tanzi et c'est pas la dizaine de matchs qui nous restent et surtout sa blessure pendant 3 semaines qui vont changer les choses. Voilà. Bon, on va passer à son remplaçant parce que du coup, Loïc Tanzi a précisé que le PSG discute avec Ousmane Dembélé depuis quelques semaines pour remplacer Di Maria, pas Mbappé. Donc ça déjà, c'est important quand même. Ousmane Dembélé n'est pas envisagé dans le cadre du remplacement d'Mbappé. Je crois que de toute façon que là, il n'y a aucun dossier en fait qui est ouvert. On veut jusqu'au 30 juin, ou alors jusqu'à que Mbappé officialise son départ, tout faire pour le prolonger. Voilà. Rien faire dans l'optique de le remplacer, ne pas du tout envisager un plan B. Et là, je crois que, à un moment donné, faut être réaliste, quoi. Se résigner. Les mots sont durs, hein, mais à un moment donné, voilà, faut voir les choses en face. Fabrizio Romano a encore dit hier que, il n'a pas la confirmation que c'est signé, mais qu'on s'attend à ce qu'il signe au Real, tout simplement. On s'attend à ce qu'il y aille. À un moment donné, voilà, si tu refuses de voir ce que tout le monde voit, tu rentres dans un cercle négatif et l'enjeu est tellement grand derrière qu'il faudrait mieux anticiper, quoi. Il faudra mieux anticiper. Donc Dembélé, il est dans une bonne forme avec le Barça. Il y en a certains qui retournent leur veste. Moi, je reste sur ma position du mois de janvier déjà. Hein. Alors Santi Aouna dit qu'il y a un accord verbal avec le PSG. Hein. Voilà. Et Loïc Tanzi a aussi précisé qu'il y a des clubs anglais qui s'intéressent à lui. Moi, personnellement, je trouve qu'il y en a... Il faut être juste, il faut être objectif. C'est un très très bon joueur, fantastique lorsqu'il est sur le terrain, capable de jouer avec les 2 pieds. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très très fort, très rapide et explosif dans les 1 contre 1, bien sûr. Dans le dernier tiers, qualité de centre, qualité de finition, même si des fois ça se retourne contre lui. Des fois, tu as un peu envie de lui péter la gueule, voilà, parce qu'il loupe des occasions, pas des immanquables, mais il loupe trop d'occasions en fait. Des fois, il y a une accumulation qui fait... Et je crois que la double confrontation contre nous l'année dernière, c'est un petit peu l'exemple parfait, quoi. Mais bon, voilà, ça n'en reste pas moins un excellent joueur qui est jeune en plus, hein, mais qui se blesse souvent. Voilà, c'est là le point névralgique. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'il se blesse parce que c'est un con, parce que il fait n'importe quoi, il a une mauvaise hygiène de vie, il est toujours en retard, le foot c'est un petit peu le cadet de ses soucis et que ce sera jamais un grand professionnel. Bon, il y a du vrai évidemment, hein, mais pour moi, il faut pas aller aux extrêmes. Pour moi, il faut nuancer en fait. Le mec se blesse aussi parce que il n'y peut rien. C'est pas un mastodonte. Voilà, il a des jambes assez fines. Et c'est justement une nécessité pour son style de jeu, et c'est aussi quelque chose qui se retourne contre lui parce qu'il est obligé d'aller chercher le contact. Et le contact, forcément, ça induit des coups et des blessures, potentiellement. Donc voilà, il y a son style de jeu et sa morphologie qui sont quand même à prendre en compte pour moi. Même si je trouve que ce serait un coup assez mitigé quand même que de faire Ousmane Dembélé. Pour moi, il y a quand même mieux à faire sur le marché des transferts pour cet été. Après, si tu recrutes d'autres joueurs, minimum 2 à côté de lui en attaque, à voir qui. Mais pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a aussi la dimension d'opportunité. C'est Ousmane Dembélé gratuit quand même. Hein. Le garçon, il arrive dans la fleur de l'âge. Hein. Il est encore jeune. On l'a vu ces derniers temps. Là, à un moment donné, on a fait des tests avec les joueurs qui arrivent avec un statut qui sont vieux tout simplement. Messi, Ramos,
Buffon, Dani Alves, même si Dani Alves, son passage n'est pas forcément mauvais. On l'a vu, les mecs sont dans un confort, ils n'ont rien à prouver, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Et maintenant, moi, on a pris des risques avec ces gars-là, ça n'a pas payé. Donc, personnellement, je prends des risques avec des mecs plus jeunes, qui coûteront une indemnité de transfert, parce qu'ils sont sous contrat, évidemment, les jeunes de 22-23 ans. Mais d'un autre côté, quand tu veux t'en séparer, bah, t'es pas obligé de résilier le contrat ou d'attendre la fin, tu peux le revendre, parce qu'ils garderont quand même une cote, il y aura toujours des joueurs, des clubs intéressés. Voilà. Donc moi, là, aujourd'hui, l'objectif, c'est des joueurs de moins de 25, moins de 24 ans. Même si, bien sûr, s'il y a de la classe mondiale de 29-30 ans de libre ou qui revêt toutes les caractéristiques d'une opportunité, on la saisit. Voilà, on peut penser à Paul Pogba, on peut penser à Mohamed Salah par exemple. Bref, pour ce qui est d'Ousmane Dembélé, je suis pas très ouvert. Moi, je l'accepterai que en dernier cours, vraiment, si on recrute 2-3 mecs avant lui et de la classe mondiale. Allez, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Il y a plein de vidéos mercato qui arrivent. Ciao les amis.